Mon point il est simple. Je pense que M. Bessou est d'accord avec tout ce qui s'est dit. Nous sommes tous d'accord. Mais il est important de faire ressortir que défendre un idéal n'excuse pas, ne peut pas être une excuse suffisamment chose pour justifier tout ce qui s'est fait par les fausses nouvelles. C'est-à-dire, on ne peut pas aussi dire que le fait que le pouvoir en place a cherché à se défendre, cela excuse, lorsqu'il s'est livré à des exactions, cela excuse ces exactions. Non, il s'agit de vie. Il s'agit de vie humaine. Il s'agit de vies humaines qui ont passé de vie à trépas, et parmi lesquels il y a des parents qui ont, ça a hypothéqué, ça a mis en géopardie la vie d'enfants, de bébés. Vous savez, des générations, 4 générations qui aujourd'hui sont orphelines. Ça, c'est sérieux. 4 générations aujourd'hui qui n'ont pas de toit. Ça, c'est des choses à gérer. Donc, c'est de cela que je voudrais parler. C'est pour dire que ils ont été brimés, ils se sont sentis brimés. Mais est-ce que ils seront capables de venir à la face de leurs concitoyens pour dire nous avons été brimés et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes permis de faire ça. Il y a quelqu'un qui va leur demander, mais qu'est-ce que j'ai à voir dans ça, moi? Qu'est-ce que j'ai à voir dedans? Est-ce qu'ils pourront répondre? C'est ça. C'est ça le jeu. Merci. Maintenant, j'attends l'autre message. L'autre message que vous devez passer, Pastenda. Parce que vous n'avez pas fini. Merci, Pastenda. Le pasteur n'a pas fini, Madame Da. Oui, Monsieur Bessou. Le pasteur n'a pas fini. Il a oublié de passer le message aux gens qui briment aussi les autres. Il n'a qu'à dire le message. Nous sommes d'accord qu'aucun être humain ne peut accepter d'être brimé. Nous sommes entièrement d'accord. Mais est-ce que le fait de se sentir brimé, c'est ça mon point. C'est-à-dire que ce soit les... Vous voyez, le débat devient biaisé quand vous agissez de la sorte. Non, je ne veux pas. C'est-à-dire, mon point, c'est ça. C'est-à-dire que si, par exemple, si le Kambabo, je vais vous dire une chose. Le Kambabo dit oui, nous avons essayé, nous nous sommes défendus, et parce que nous nous sommes défendus, nous avons fait ceci. On va leur dire, mais est-ce qu'en vous défendant, vous avez le droit de faire passer de vie à trépas des vies innocentes? Voici des questions. Non, c'est pas de ça que je parle. C'est pas de ça que je parle. C'est pas de ça que je parle. Je ne parle pas de la défense de non. L'autre message, Madame Ta, si vous permettez, c'est important. Il faut que le pasteur Nda dise aussi à la face de... Non, mon problème avec ça, M. Bessou, c'est que vous avez votre point de vue et je pense pas que vous... Mais nous deux, on est d'accord là-dessus, mais je veux qu'il le dise. Mais il n'est pas obligé de le dire. Non, mais il faut qu'il sache de quoi je parle. Et puis maintenant, s'il ne veut pas le dire, là, on va comprendre. Non. Aussi, en Côte d'Ivoire, il ne faudrait pas faire de délit de patronyme et de délit de faciès parce que ça peut entraîner des conséquences fâcheuses. Il est beaucoup suivi à la radio, il y a beaucoup de gens qui sont sympathiques. Voilà, donc il faut qu'il le dise pour que son message ait une résonance. Oui, je vais expliquer ça clairement. Monsieur Bessou, je pense que ce que vous voulez savoir, vous savez, le problème qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Que je dise quoi exactement? Que je dise quoi? Le message que donc voilà. En Côte d'Ivoire, il ne faudrait pas faire de délit de faciès, délit de patronyme parce que ça peut entraîner des conséquences. Je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus. Vous le pensez, mais vous le dites pas. Voilà mon problème. Est-ce que c'est le fait de ne pas le dire qui fait que je suis d'accord? Il faut le dire. Ou bien je ne suis pas d'accord? Mais si vous ne voulez pas le dire, il n'y a pas de problème. Oui, mais voilà, c'est ça. Voilà, je pense que voilà, vous ne voulez pas le dire, il n'y a pas de problème. Sinon c'est clair. Aucun être humain ne peut souffrir qu'on puisse mettre sur lui un nom, ou une appartenance par rapport à son visage. Non, je suis entièrement d'accord. Je ne suis pas d'accord. Mais voilà, ok. Voilà, merci. Bon, on va se calmer. Ce que je voudrais dire à M. Bessou, c'est que moi, par exemple, M. Bessou ne peut pas m'obliger à dire ce que je n'ai pas envie de dire, parce que je sais en quoi je n'ai pas pensé. Voilà. Mais ce que je veux dire à M. Bessou, c'est quoi? C'est que si, par exemple, M. Pasteur Nda fait un point, et que vous voyez que dans son point, il y a quelque chose qui manque, vous pouvez simplement ajouter cela à ce que Pasteur Nda n'a pas peut-être entrevu dans ce qu'il est en train de dire. Mais je ne pense pas qu'on puisse lui dire, il faut le dire. Je veux que tu le dises. Je trouve pas. Non, en ces termes, je dis en ces termes, je ne l'oblige pas, mais le pasteur Nda, il n'a pas le même âge que moi.
Non, écoutez, loin de là, c'est un débat, et j'ai expliqué ma logique. J'ai dit que M. Pasteur Nda était très aimé, très écouté sur cette radio pour faire avancer le débat politique en Côte d'Ivoire. Mais il serait bien qu'il le dise. Voilà, je sais que vous avez compris ce que je dis. Je comprends, mais si vous aviez bien écouté Pasteur Nda, ce que vous avez voulu qu'il dise là, il avait dit au départ. Parce qu'il a été très clair. Non, il n'y a pas de problème. On va pas polémiquer là-dessus, Madame Taha. On va donc comment évoluer. On va pas polémiquer. Pour Pasteur Nda, rien ne justifie les exactions dans les deux camps. Voilà, c'est clair. Voilà le point de Pasteur Nda. On ne peut pas dire, les fausses nouvelles ne peuvent pas dire, parce qu'on leur a arraché les cartes d'identité, ils sont venus tuer. Et les gens de Gbagbo Laurent n'ont pas non plus le droit de dire que parce qu'on les a attaqués en voulant se défendre, ils ont tué les gens. J'ai compris. Vous comprenez maintenant? C'est ce que j'ai compris. Donc en fait, il a dit ce que vous avez voulu qu'il dise. En disant qu'il ne faut pas qu'encore on ne peut pas justifier des comportements là en Côte d'Ivoire. C'est clair. Voilà. Moi, je ne l'avais pas entendu en tout cas, mais bon, c'est pas grave. Voilà. C'est le point. Je voulais juste attirer votre attention. Bon, alors. On a un écho, hein. Je crois qu'il y a quelqu'un encore qui est à côté de son ordinateur, je pense. Hein. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est encore à côté de son ordinateur. Je vais aller M. Touré demain à qui je 2 minutes rapidement. Et puis je vais prendre, j'ai une longue liste, donc le docteur Mouketou à Paris, mais il va souffrir avec moi pour 15 minutes. Et puis je vais revenir à docteur Mouketou. M. Touré demain. Yes, madame, vous savez, le problème de cette rébellion, si on a les hommes politiques avaient pris les hommes politiques alors avaient pris les temps pour connaître ce qui se passait. Le problème a commencé sur comment on appelle M. Touré. Bon, je crois qu'on a perdu M. Touré. Alors, je vais aller vers Allô? Oui. Je disais que si les hommes politiques d'alors avaient écouté nos suiveurs, la manière dont on souffrait dans ce problème-là, ça n'allait pas, la guerre n'allait pas se passer. Vous savez, commencez par, comme on appelle Didier, Denis Nangui, ils ont tous envoyé ce problème identitaire en Côte d'Ivoire. Quand bien que les libéraux et pouvoir. D'abord est venu, lui qui devait arranger, il n'a pas eu l'audace et l'idée de se dire qu'il y a des hommes qui sont en train de se battre pour quelque chose, c'est des hommes du pays, il faut quand bien qu'on s'asseye pour pouvoir en discuter de ce problème. Mais tout simplement, ils étaient où? Les hommes dont vous parlez, ils étaient où? Ibrahim Koulibaly n'était pas en Côte d'Ivoire? Il était en exil. Gbagbo allait discuter avec qui? Je sais, je suis en train de vous dire que ces gens, comme on appelle le problème identitaire a commencé, Bédier a envoyé ce problème. Après, Bédier a fait ce coup d'État, il a envoyé le coup. Après, il y a Gbagbo qui a... Jean-Roger ne fait que fermer et puis ouvrir. Vous voyez? Non, il y a beaucoup de bruit autour de vous là. Il y a beaucoup de bruit autour de vous, M. Touré Demain. En fait, c'est un peu cela. Hein? M. Touré, je suis là. Je suis en train de dire que ce problème-là, c'est vrai, ça arrive, c'est malheureux. Hein. Mais néanmoins, ça va aller. Comme on a parlé sur les démonstrations que ce problème est venu. Parce que les hommes politiques ne nous ont pas écoutés. Il faut qu'on se dise la vérité. On souffrait vraiment. On se dit la vérité. On a tellement souffert que, comme on était écoutés, tous les gens, les dirigeants qui sont les propres dirigeants de l'État à la sécurité de ce pays, n'ont pas voulu nous écouter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu pousses quelqu'un au niveau du milieu, quand il te fait ça, les armes vont prendre. C'était le coup qu'on a. Il fallait prendre les gens pour qu'on puisse nous écouter. C'est un pays où on est on ne peut pas se faire il faut qu'on se dise la vérité. On n'a pas été écouté. D'ailleurs, on ne s'occupait même pas de nous. Beaucoup de ces gens qui disaient qu'il n'y avait pas, on n'avait pas de problème. Tout simplement, on envoyait des trous. C'était pas ça. D'accord. D'accord, M. Touré. Moi, je vous comprends, mais vous savez quoi? C'est ce que nous disons, hein, c'est-à-dire que, comme disait Jacques tout à l'heure, il y a eu il y a des causes, peut-être qu'on pourrait appeler exogènes, et puis des causes endogènes, donc des causes intérieures
internes propres à la région du Nord qui ont peut-être motivé aussi la prise des armes, parce que n'oubliez pas que déjà en 1992, le ministre Diabaté parlait de la suprématie du Nord sur le Sud, et ça, ce n'était pas... il n'était pas présenté comme le leader de la défense du Nord. Il allait au Nord, il a fait son discours pour promouvoir M. Alassane Ouattara, une fois encore, et puis il est revenu à Abidjan s'asseoir. Donc c'est ça le problème que nous avons. Nous sommes d'accord qu'il y a eu des exactions contre les frères, et ce n'était pas normal, mais quelque part aussi, les frères n'ont pas été honnêtes dans leur combat, parce que tantôt c'est les cas d'identité, tantôt c'est M. Ouattara, tantôt c'est la chasse du Nord, tantôt c'est la présidence du président Ouattara. Donc finalement, nous aussi nous sommes perdus dans ça, et je crois qu'il n'y a pas eu de leader qui est sorti du lot pour dire je représente le Nord, nous ne sommes pas d'accord avec ceci, asseyons-nous et discutons. S'il y avait eu cela et qu'on ne les avait pas écoutés, on est en mesure de comprendre qu'ils avaient tous les droits peut-être de prendre des armes, mais ils n'ont jamais discuté avec personne. Un matin, ils sont arrivés avec les armes. Donc voilà le problème. Sinon, on a beaucoup souffert, dont vous parlez là, on a beaucoup souffert en Côte d'Ivoire. Je ne banalise pas votre souffrance, mais je veux dire que ça ne justifie pas la prise des armes, quelle que soit la souffrance, parce que ça ne justifie pas qu'on vienne tuer d'autres Ivoiriens à cause de notre souffrance, et des Ivoiriens d'ailleurs qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé. Moi, si les frères du Nord étaient rentrés en Côte d'Ivoire, qu'ils avaient tué Gbagbo Laurent, ils avaient tué tous les ministres de Gbagbo, et puis ils ont pris le pouvoir, et puis ils ont distribué les cartes d'identité à tous les frères du Nord, moi j'ai pas de problème avec ça, parce que c'est eux qui les empêchaient de les avoir. Bon, s'ils viennent au pouvoir, qu'ils ont tué Guy Robert et tous ces gens, et qu'ils ont installé une structure qui va permettre aux frères du Nord de s'épanouir, on comprend alors le sens du combat. Mais quand vous quittez Abidjan, vous laissez Gbagbo Laurent dans son palais que vous allez tuer à l'ouest, c'est là où on a un problème avec ça. Alors, je vais avancer dans le lot parce qu'on est beaucoup. Monsieur Alfred, est-ce que vous êtes là? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bonsoir. Ok. Bonsoir, c'est ça. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Jacques Roger. Et puis bon, voilà, le débat est intéressant. En fait, je reprends le débat, le point que vous venez de faire, et puis à cela, j'ajoute aussi l'analyse du frère Jacques. Parce qu'il y a une confusion dans cette histoire, dans cette crise de la rébellion-là. On ne sait pas exactement pourquoi ils sont venus à les armes en Côte d'Ivoire. Comme je le disais, tantôt on nous parle de la suprématie du Nord, tantôt on nous parle des cartes d'identité, tantôt on nous parle de la Alassane, mais eux-mêmes ils n'ont pas défini en fait pourquoi ils ont pris les armes contre la Côte d'Ivoire. Mais ce que nous savons, et ce qui est intéressant, parce que les premiers discours qui ont été amenés, c'est une histoire du carte d'identité. Voilà. Voici où ils sont menés le discours. Ouais, parce que nos frères du Nord sont frustrés parce qu'on a refusé des cartes d'identité. C'est vrai, comme beaucoup de monde dit, c'est frustrant pour dire un Ivoirien d'être arrêté pour dire bon, vous n'êtes pas Ivoirien. Et puis c'est frustrant. Ça, nous le savons. Mais cela n'amène pas, comme Jacques le dit, cela n'amène pas aux gens de prendre les armes contre la mère patrie. Lorsque le désordre s'installe dans un pays, c'est très difficile de remettre l'ordre. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Parce que venons cette histoire des candidats, parce que c'est ça qui nous intéresse, parce que c'est ce que nous savons. Voilà, c'est ce que nous savons. Le reste, ils sont venus sous forme déguisée, qui dit bon, voilà, c'est parce qu'on ne veut pas qu'elle soit bon. Ce qui nous intéresse, c'est cette candidats. Mais, bon sang, voici un État qui n'a pas les moyens d'identifier, en fait, nos frères du Nord par rapport aux gens de la sous-région, et ça, c'est un fait. Entre eux-mêmes, c'est difficile d'identifier un touré de choses de Guinée, à un touré de Mali, à un touré ivoirien. Et ça, c'est un problème. Mais l'État, en tant qu'État, ne s'est pas donné des moyens pour dire comment faire pour identifier le vrai ivoirien à celui de la Guinée, à celui du Mali. Et ça, même les policiers qui sont les gens qui sont sortis de l'école de police, qui ont eu des formations spécifiques dans tout ça, n'ont pas les capacités d'identifier un Malien et d'un Ivoirien qui ont le même nom. Et ça, c'est une réalité. Mais comment faisons-nous par rapport à cela? Il faut qu'ils prennent les armes? Non. Ouais. Ça ne justifie pas tout ça. C'est pour ça que dans un pays, vous avez une Assemblée nationale, vous avez des députés qui représentent le peuple. Lorsque ces gens de problèmes se posent, on est un pays civilisé, on est des gens civilisés, on s'adresse à ces députés pour dire, effectivement, nous avons des problèmes. Voici ce qui se passe. On nous arrête à bout de champ, on nous traite de non-ivoiriens. Monsieur le député, allez-y discuter ce problème à l'Assemblée nationale pour qu'on trouve une solution à cela.
Voici comment on règle des problèmes dans un pays. On n'y prend pas les armes pour justifier quoi que ce soit. Nous ne disons pas que ce problème est léger. Comme le dit, si on veut faire le bilan de cette maintenant que vous avez fini de gronder vos enfants qui ont mal fait d'avoir pris les armes, quel est le bilan que vous faites? Qu'est-ce que la rébellion nous a apporté selon vous? Mais le bilan que nous pouvons faire, on peut le faire sur deux angles. Premièrement, on peut dire ça profiter purement simplement au docteur Alassane Ouattara avec Blaise, parce que ce sont les deux qui ont profité de cette rébellion là, techniquement. Deuxième point, sur deux autres angles, on peut dire avec beaucoup plus de recul, lorsqu'on enlève ces émotions partisanes ou autres là, cette rébellion a réveillé en conscience d'Ivoirien en tant que tel. Parce que l'Ivoirien d'avant sous-estimait tout. L'hospitalité d'Ivoirien était toujours devant par rapport à quelque chose. Parce que quand vous venez, vous êtes dans un pays d'Ivoirien, vous reçoit en tant que tel. Et ça a remis en cause la manière dont l'Ivoirien pense. Et ça, c'est cette rébellion-là, cette guerre a changé, va changer beaucoup de comportements de l'Ivoirien. L'Ivoirien a pris conscience de son identité en tant qu'un peuple. Parce qu'il y avait ce devoir de prendre les choses à la légère. Parce que les Ivoiriens, au cours des élections, beaucoup ne sont pas allés voter, ils se sont assis chez eux, croyant qu'une décision politique ne pouvait pas influencer la vie. Et les conséquences, on le sait, il y a eu des morts, des victimes. Les gens ont été, en fait, ont tout perdu. Et ça, parce que la politique a pris des décisions. Et ils ont accepté cela. Voilà ce que nous pouvons retirer de cette crise-là. C'est vrai, il y a eu des morts, nous déplorons cela, mais le côté positif, ça lui révèle la conscience d'Ivoirien en tant que tel et de son identité. Il faudrait qu'on remette en cause toutes nos institutions pour les finir véritablement dans le futur. Comment s'orienter vis-à-vis à ces problèmes qui sont posés dans le passé. Et la leçon que nous tirons de cette rébellion après 10 ans. C'est ça. Voilà, merci Alfred. Je vais aller vers Dr Mouketou et puis après je reviens à M. Ngueta. Et je sais que M. Agéi est toujours là, j'espère. Gardez la ligne. Alors, bonjour Dr Mouketou. Bonjour Sister Sarah, bonjour à vos auditeurs. Voilà, alors ce soir nous parlons un peu de la rébellion. Ça fait 10 ans, la Côte d'Ivoire, vous savez ce qui s'est passé. On a eu la rébellion et tout le reste qui a suivi. Je suis là avec M. Bessou. Vous avez votre analyse à faire. Quel est le bilan de cette rébellion? Qu'est-ce que ça a apporté à la Côte d'Ivoire? Merci, Sister Sarah, de me donner la parole. Je voudrais d'abord vous dire que, au lieu de parler de la rébellion, il y a une autre notion ou bien un autre terme qu'on peut utiliser pour qualifier ce que vous entendez par rébellion. Ce sont des criminels, des véritables criminels qui sont en train de détruire la République de Côte d'Ivoire depuis 10 ans. Et je suis là pour essayer de faire la promotion de la concrétude. Et j'espère bien que les dozos qui sont à l'écoute m'entendent bien. Je parle bien de la promotion de la concrétude sur ces antennes. Et vous savez, Sister Sarah, quand vous parlez de la Côte d'Ivoire, est-ce que vous vous rendez compte que depuis que vous avez ces criminels à la tête de la Côte d'Ivoire, ou bien ceux qui ont envoyé la Côte d'Ivoire, est-ce que vous vous rendez compte que des pays comme l'Angola sont en train de prendre le dessus dans notre continent? Regardez un peu ce que l'Angola fait. L'Angola aujourd'hui représente 60% du foncier portugais avec l'argent du pétrole. Alors que votre pays, la Côte d'Ivoire, qui était le poumon de la production par exemple cacaoyère, ce pays qui était respecté dans le monde, les 4 coins du monde. Aujourd'hui, on ne parle que de la rébellion. La rébellion, c'est le mal, c'est la malédiction de votre pays. C'est la malédiction même de ce que notre continent est en train de subir. Regardez, je vous prends juste un petit exemple, un autre exemple. Sur plus de 200 milliards de prêts, de l'argent qui a été prêté à la Grèce, Sister Sarah, est-ce que vous savez que de manière informelle, je dis bien de manière informelle, quel est le montant qui sort du golfe de Guinée? Je parle bien du golfe de Guinée. Plus de 450 milliards de dollars.
Vous voyez? Et aujourd'hui, nous avons par exemple l'Europe qui se retrouve dans l'incapacité de rendre cet argent. Alors que notre pays qui devait être genre, disons notre continent qui devait être genre le continent où on pouvait parler du bonheur avec des pays comme la Côte d'Ivoire, nous sommes en train de passer notre temps en train de parler de cette rébellion. Moi je vous dis ceci, je ne serai pas long. Il y a une seule chose qui reste dans votre pays, c'est de foutre ces criminels. Il faut les chasser absolument de votre pays. C'est pas une haine que je suis en train de lancer sur ces antennes. Vous êtes en train de perdre un temps fou avec ces rebelles. Ces rebelles ne font pas la promotion positive de la Côte d'Ivoire. C'est le mal de la Côte d'Ivoire que nous sommes en train d'assister, malheureusement, de façon impuissante. Que les enfants de la Côte d'Ivoire se réveillent. Ne passez plus votre temps en train de faire des réflexions sur ces criminels. Réfléchissez maintenant en se disant qu'est-ce que nous devons faire face à ces criminels. Et la solution est simple, c'est de vous mobiliser et de mettre tous ces criminels hors de la Côte d'Ivoire. Chez les autres, il y a des pays qui sont considérés comme des pays moteurs de l'Afrique. L'Afrique ne peut pas, surtout cette Afrique subsaharienne, ne peut pas coller avec un grand pays comme la Côte d'Ivoire qui est bloqué depuis plus de 10 ans. Depuis plus de 10 ans, le pays est bloqué. Le pays est bloqué depuis 10 ans. Oui? Le pays est bloqué depuis 10 ans. Donc, ce que vous devez faire, et là, il ne s'agit pas seulement d'une partie de la Côte d'Ivoire, y compris les Ivoiriens qui sont au nord, parce que je sais bien que du côté du nord, il y a des vrais Ivoiriens. Chassez tous ces pieds nickelés qui sont en Côte d'Ivoire, tous ces dozos qui sont en Côte d'Ivoire, qui ne pensent qu'à leur carte d'identité, à se faire de l'argent, à tuer, à violer, à assassiner les Ivoiriens. Pensez d'abord à votre pays et faites tout pour que ces gens-là quittent la Côte d'Ivoire. Parce que tant que vous allez rester là en train de crier, en train d'observer ces criminels qui ne font rien pour votre pays et qui sont en train de détruire votre pays, je vous assure, vous risquerez de vous retrouver comme des véritables étrangers dans votre propre pays. Et c'est le cas en ce moment. Aucun État dans ce monde ne peut être dirigé par des gens aussi criminels qui sont à la tête de votre pays, qui ont envahi votre pays. C'est pas un discours de haine, c'est une réalité. C'est vrai que la réalité tue, surtout ceux qui ne veulent pas comprendre que la Côte d'Ivoire d'abord c'est un pays qui appartient aux Ivoiriens. Les étrangers après, les Ivoiriens d'abord. Côte d'Ivoire d'abord, et ce pays doit être défendu par les Ivoiriens. Écoutez, c'est juste le message que je voulais faire passer. C'est pas un message de haine, hein, c'est un message de vérité. On devait se dire des vérités. Il faut qu'on se dise de vérité sur ces antennes. Trop, c'est trop. On ne peut pas au 21e siècle, c'est mon dernier mot, on ne peut pas au 21e siècle, Sister Sarah, regarder un grand pays comme la Côte d'Ivoire en train d'être détruit par des voyous, des véritables voyous qui ne pensent qu'à leur carte d'identité et à l'argent. D'accord. Bon, écoutez, Dr Mouketou, je ne sais pas si M. Bessou a une question pour vous, mais moi en tout cas, je suis d'accord avec vous sur un seul point, la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens d'abord. Voilà. Ensuite, les frères qui viennent vivre avec nous, il faut une immigration bien gérée pour qu'on les identifie, on retrouve où ils se trouvent et que l'État de Côte d'Ivoire soit capable justement de contrôler cette immigration. Ça va nous éviter beaucoup de désordres et on ne va pas tomber dans ce qu'on a vu il n'y a pas très longtemps. Sur ce point-là, je suis d'accord. Maintenant, bon, les chasser, qui chassons-nous, comment les chasser? Je crois que ça, c'est une autre paire de manches, on doit s'asseoir pour réfléchir là-dessus. Alors, je ne sais pas si M. Adjaye est là. Merci, Dr Mouketou. C'est moi qui vous remercie. Voilà. M. Adjaye, vous êtes là? Oui, oui, je suis là. Voilà, bonsoir, je vais vous prendre et puis je vais aller vers M. Ngueta parce que votre nom apparaît avant le nom de M. Ngueta. Je vais faire comme pasteur. Je vais être juste dans les affaires. Allez-y. Ok, merci, Sister Sarah, pour ce débat ce soir. Merci. Et je veux remercier Jacques pour nous avoir fait écouter ces témoignages effrayants. J'ai écouté une dame
qui parlait de son enfant qu'on lui a arraché au dos, et le rebelle a dit, il faut dire que Gbagbo est méchant. Voyez-vous, si c'est Sarah, Laurent Gbagbo est venu au pouvoir en 2002. On nous dit qu'on a pris des armes pour des questions identitaires. Mais de 2000 à 2002, à quel moment Laurent Gbagbo n'a pas donné de carte d'identité à des gens pour qu'ils prennent des armes? C'est un faux problème, si c'est Sarah. Alors, si c'est Oufoué qui ne donnait pas de carte d'identité à des gens, c'est aussi un faux problème parce que pour avoir une carte d'identité dans un pays, il faut être ivoirien. Nous avons des Djoulaboukou dans tous les campements, tous les villages et toutes les villes. Quel peuple qui a brimé qui? On ne peut pas me dire qu'on a été brimé et qu'on est dans tous nos campements en Côte d'Ivoire. C'est un faux problème. Alors, ce que je veux dire ce soir, ceux qui ont pris les armes, ils doivent dire la vérité. Ils sont en tort, ils doivent présenter des excuses aux Ivoiriens, parce que toutes les revendications qu'ils font pêle-mêle, aujourd'hui c'est Kananté, demain c'est Ouattara, ceci, cela, c'est un faux problème. Ils n'ont qu'à nous dire réellement pourquoi ils ont pris les armes, mais ils ne vont jamais le dire. Alors, la Bible nous dit, celui par qui vient la terreur, maudit soit-il. Mais je ne vais pas aller dans le côté spirituel. Alors, ce que je veux dire en plus de cela, c'est que j'ai écouté votre premier interlocuteur, je n'ai rien compris dans ce qu'il a dit. Une chose qui m'a frappé, il a dit, on était tous surpris, j'étais surpris comme vous et moi, on était surpris quand on a entendu les premiers coups de fusil. Mais quelqu'un qui est surpris ce matin, le lendemain, il embrasse cette rébellion. Ça, c'est du flou. Nos amis, les gens que nous avons reçus en Côte d'Ivoire, ont détruit notre pays inutilement. Parce que personne n'a jamais refusé de carte d'identité à qui que ce soit. Les cartes d'identité se font à la police. Je pense qu'il y avait des cartes d'identité des stations de police à Korogo, au Djéné. Partout, il y avait des postes de police pour faire les cartes d'identité. Soro Guillaume, qui était le chef de la rébellion, avait une carte d'identité. Ibé avait une carte d'identité parce qu'il voyageait, il avait un passeport. Alors, à qui on n'a pas donné une carte d'identité pour qu'il délibérément détruise notre pays? C'est malhonnête, il faut que les gens l'avouent. Ok? Au lieu de nous donner des excuses, pêle-mêle, par-ci, par-là. Moi, je ne comprends pas le problème d'Arthur Bessou. On me dit tantôt qu'il est de Gagnois et il défend une cause perdue. On n'a pas donné de carte d'identité à des gens. Arthur Bessou, je ne sais pas si à Gagnois on n'a pas donné de carte d'identité à quelqu'un pour que tu supportes cette rébellion. C'est malhonnête, c'est mauvais. Détruire tout un pays qui a été si honnête, qui a donné la chance à chaque peuple africain de venir manger, le détruire inutilement, c'est malhonnête. C'est cette histoire, il faut être sincère, il faut la rejeter. Ce que nous pouvons faire demain, comme a dit Dr Moukoutou, si un gouvernement vient en place, un gouvernement d'ivoirien pour la Côte d'Ivoire, bien, il faudrait qu'on leur dise exactement comment régler ce problème d'immigration. Parce que aujourd'hui, nous sommes rentrés dans ce qu'on appelle dans le pit. Dans le pit. Ils ont foncé notre pays. Nous étions au tiers-monde avec des pays qui aujourd'hui sont des super powers. Ils ont ramené notre pays à 100 ans. Alors, qu'est-ce que la rébellion a fait à la Côte d'Ivoire? La rébellion a ramené la Côte d'Ivoire au temps colonial. La rébellion a remis la Côte d'Ivoire à la France comme au temps colonial. Ça, c'est grave. Quand est-ce que nous avons sorti de là? Dieu seul sait. Alors, si c'est ça là, une rébellion, on ne construit pas un pays par les armes. Nous avons tous des frustrations, à quelque niveau que ce soit. Mais prendre des armes à un pays si hospitalier, c'est malhonnête. Et ça, s'il y a des gens qui viennent défendre cette rébellion. Our system will end this conference in 5 minutes. To extend this call for 1 hour, please enter the host code now. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes en ligne. Je vous dis, madame. Your conference has been extended for 60 minutes. Je me demandais si M. Soumaro était toujours là ou bien s'il était parti. Et puis il répond, oui, M. Soumaro, c'est vous? Oui, madame Ka, c'est moi. Voilà, allez-y. Hein? Écoutez, je pense que le débat est bien, c'est un débat très intéressant. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits
pour nous rappeler les positions classiques des uns et des autres, c'est-à-dire le diable contre l'ange. Mais ce débat-là sera d'autant plus intéressant si ensemble nous réussissons à aider la Côte d'Ivoire à aller de l'avant. Vous savez, hein, moi je ne pense pas que il y a des gens, quand ils naissent soit avec une épée ou bien une kalachnikov. Non, pas du tout. C'est la société qui crée des gens violents. Et ce qui est intéressant pour nous les Ivoiriens, c'est que notre pays a connu plusieurs phases dans son histoire. Allô? La phase pacifique, mais la phase aussi violente, quelles que soient les orientations qu'on va donner à qui a envoyé la violence, qui a créé la violence. C'est pas ça le plus important. À mon avis, on n'est plus à ce stade-là. On n'est plus parce que on en parle, parce que moi, je n'aime pas la violence autant que Madame Kara n'aime pas la violence. Monsieur Bessou n'aime pas l'injustice autant que Docteur Mouketou n'aime pas l'injustice. Vous comprenez? Mais comment est-ce que ensemble nous pouvons tirer les leçons du passé sans nous focaliser sur des incriminations à n'en point fini? Vous avez demandé le bilan de la rébellion. Je vais vous dire clairement, en un mot très simple. L'acte qui a créé la rébellion était mauvaise. L'acte de faire la rébellion, l'acte qui a créé la rébellion était mauvais. L'acte de faire la rébellion était mauvais. Mais dans cette contradiction entre ce qui est mauvais, le peuple de Côte d'Ivoire a indiqué la voie aux Ivoiriens. Le peuple nous a dit, écoutez, nous, ce à quoi nous aspirons, c'est la démocratie. Laissez-moi vous rappeler que en Côte d'Ivoire, en 2000, d'abord en 1995, il y a eu des élections. Ensuite, en 2000, après le coup d'État de 1999, en 2000, il y a eu des élections. Et quand vous faites la moyenne de la participation du peuple, parce que c'est le peuple qui choisit, à ces processus électoraux, vous vous rendez compte que le plus récent, c'était en 2000. On a eu un taux de participation autour de 28%. Et quand dans 28%, vous êtes élu à 51%, ça veut dire que vous ne représentez que 14% à la limite de l'électorat ou bien des Ivoiriens. Mais c'est ça aussi, la démocratie. C'est ceux qui sont allés voter, c'est eux leur voix qu'on compte. Mais j'évoque cela parce que en 2010, quand on a donné l'opportunité au peuple de Côte d'Ivoire d'aller s'exprimer, d'aller choisir, quelles que soient ses contradictions, celui-là à qui il voulait donner sa destinée, mais les gens sont sortis en moyenne à plus de 80%. Et ça, c'est le message que vous et moi, nous devons retenir, à mon avis. C'est pas une histoire de dire les gens ont tué pour des cas d'identité, on a tué des gens parce qu'ils se sont révoltés, voilà, ou bien il y a des... Non. Ce que nous devons retenir, et c'est ça qui va guider même les ambitions politiques des uns et des autres dans le futur, c'est que ce peuple de Côte d'Ivoire-là nous dit clairement que la seule voie d'expression qui compte pour lui, c'est cette voie qui lui permet d'avoir un bulletin un jour entre 7h du matin et 18h30 et d'aller choisir son leader. Il n'y a pas d'autre alternative. Maintenant, est-ce que le contexte actuel, quand je parle de contexte actuel, c'est-à-dire, quoi qu'on dise en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a un gouvernement qui est en place. Est-ce que le gouvernement qui est là actuellement écoute ce que le peuple a fait? Et c'est ça qui va nous permettre de dégager les perspectives d'avenir. Ce que le peuple lui a indiqué de faire, est-ce qu'il écoute? Est-ce qu'il agit en conséquence? Et là, bon, les positions peuvent être divergentes. Il fait partie de ceux-là qui pensent que tout n'est pas acquis, parce que la démocratie est un processus. Il y a beaucoup d'intérêts en jeu, qui peuvent être des intérêts égoïstes, égocentriques, et puis il y a des intérêts à plus grande dimension. Mais ce que je retiens, c'est qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, n'importe qui ne peut pas se lever pour aller à la télévision nationale pour appeler à la haine.
Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, n'importe qui ne peut pas se lever pour aller à Diokoué, à Guiglou, à Bangolo, à Blolequin, aller agresser un Ivoirien dans son intégrité physique en toute impunité. Si je le dis, peut-être que d'aucuns vont dire non, mais il se croit dans un rêve. Mais c'est la vérité. L'État, progressivement, si vous me permettez, l'État, aujourd'hui, il y a beaucoup d'Ivoiriens, quand on leur parle des pécamblis, ils ne connaissaient pas. Parce que aujourd'hui, les choses se gèrent, à mon avis, avec beaucoup plus de transparence. Il y avait des efforts à faire. J'ai dit sur cette radio que je n'étais pas d'accord, par exemple, que la justice ivoirienne ait interpellé et mis en prison M. Laurent Nkou. Ça, c'est ma position. Parce que j'ai estimé que c'était contre ce processus-là d'enracinement de la démocratie en Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est le débat continu, ouvert. Mais au moins, il faut que la dynamique de la violence et tout ce qui suscite la violence puisse progressivement disparaître. Et l'un des éléments qui suscite la violence, c'est le discours. Moi, j'ai écouté sur cette radio des saints et des diables. Mais si nous continuons à nous maintenir dans cette logique de saints et des diables, nous allons léguer cela à nos enfants. Et lorsque quelqu'un va se sentir un peu fort pour en finir avec le diable, il va se donner les moyens d'en finir avec le diable. Et quand le diable va se réorganiser pour en finir avec celui qui se croit ange et qui en réalité pour lui un diable, lui aussi va... Et ensuite, on est tombé dans ce cercle infernal là. C'est vrai, vous et moi, aux États-Unis, on va dire qu'on est à l'abri. On ne veut pas d'une Côte d'Ivoire qui va disparaître. Je peux finir rapidement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent. Oui, je tiens à m'excuser. Bon, ouais, mais permettez-moi de dire que c'est bon de débattre. C'est bon de rechercher la mauvaise graine chez lui là ou chez l'autre. C'est bon de rentrer dans les débats d'interprétation. C'est bon de lancer la rumeur. C'est bon de l'entretenir. C'est bon de mentir. Mais ayons quelque chose en tête. C'est la Côte d'Ivoire. Notre Côte d'Ivoire, là, 322 462 km² qui nous intéresse. Et on ne veut pas que la Côte d'Ivoire brûle. Je suis dans le débat, j'ai aussi fait un travail aussi, mais bon, permettez-moi de m'arrêter là en attendant. Il n'y a pas de problème, M. Soumaro. Mais je n'ai pas de problème avec ça. Moi, je pense plutôt que personne ne diabolise personne. Hein. Vous savez, vous prenez l'image du diable et des anges. Les anges étaient tous au ciel. Dieu ne s'est pas levé un matin pour dire qu'un ange est devenu démon. C'est le jour où l'ange s'est mis dans la position de se transformer en démon qu'il est devenu démon. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, quelque part, il y a des personnes qui étaient dans la position d'ange et qui ont décidé de devenir des démons. On n'a pas d'autre choix que de les appeler des démons. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que la situation actuelle n'est pas une situation à banaliser parce que nous parlons de la rébellion de 2002. C'est vrai que M. Ouattara est au pouvoir. C'est vrai qu'il fait tous les efforts dont vous parlez. Nous les voyons, on essaie de construire ici, construire là, on lance le phénomène de la réconciliation nationale, on lance en même temps la machine de la justice, on essaie de récompenser ceux qui nous ont aidés à prendre le pouvoir, on essaie de nommer un peu plus de frères du Nord, de temps en temps on nomme un peu plus au Sud pour équilibrer un peu. On fait tout ça, mais ce que nous retenons c'est quoi? C'est que jusqu'à ce jour, aujourd'hui nous parlons de l'anniversaire de l'arrivée de la rébellion en Côte d'Ivoire, il n'y a rien sur le terrain qui nous prouve que la rébellion a réussi. Rien. C'est-à-dire que le peuple même qui était défendu par la rébellion n'a rien gagné dans cette rébellion, sinon que une seule personne, et ceux qui l'entourent, M. Ouattara et tout son groupe, Soro Guillaume, les Sidiki Konaté, les Ahmed Bakayoko, voici les gens aujourd'hui qui bouffent en Côte d'Ivoire, qui mangent. Mais le papa, je ne sais pas moi, Touré Kafana qui est à Korogo là-bas qui se débrouille avec sa terre desséchée où il n'y a même pas un système d'irrigation pour arroser son maïs. Qu'est-ce qu'il a gagné dans cette rébellion? Rien. Pourtant, je me rappelle quand vous écoutez Kodé Zakaria que s'il fallait soutenir quelqu'un, il fallait soutenir M. Ouattara. S'il fallait soutenir, je ne sais pas comment il appelait son mouvement, il fallait le faire à cause de M. Ouattara. Et que tout ce qu'ils ont fait, c'est M. Ouattara, c'était même pas à cause des gens du Nord. Voilà.
Donc c'est ce problème-là que nous avons pour dire à nos frères ivoiriens que même aujourd'hui où nous parlons, celui qui s'élève pour dire qu'il va prendre les armes pour défendre M. Gbagbo, il fait une mauvaise lutte. Parce que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'être détruite pour le bonheur d'une seule personne. M. Gbagbo n'est pas celui par qui la Côte d'Ivoire sera sauvée. M. Alassane non plus. On prend les armes pour quelqu'un qui arrive au pouvoir établi sur les cadavres de beaucoup d'Ivoiriens. Je ne pense pas que ce soit un modèle aujourd'hui, 10 ans après la rébellion, et je pense que c'est le point que nous soulignons. Nous ne parlons pas de M. Ouattara ce soir. Il est au pouvoir, il se débat tant bien que mal pour gérer la Côte d'Ivoire qu'il a dans sa main. Bon, il n'y a pas de problème. Mais nous savons aussi que quelque part, la rébellion a endommagé la Côte d'Ivoire de façon très profonde. Vous savez, M. Soumaoro, excusez-moi, chers auditeurs, M. Bessou, excusez-moi si je suis un peu long, le problème avec la rébellion en Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est que la rébellion a posé un nouveau principe en Côte d'Ivoire. Et le chef des forces nouvelles lui-même a renouvelé ce principe en disant dans ses discours que si quelqu'un n'est pas content en Côte d'Ivoire, il prend les armes. Ce que ça veut dire, c'est que ça veut dire qu'on obtient ce qu'on veut quand on a les armes. Donc, chers frères ivoiriens, moi, Soro, je n'étais pas content, j'ai pris les armes. Je n'étais pas content de l'injustice faite à mon peuple. J'ai pris les armes. Donc, si vous n'êtes pas content, prenez les armes. Ça veut dire que tout ce que vous êtes en train de dire à nous, on s'en fout. Si vous voulez avoir gain de cause, prenez les armes. Si vous êtes plus fort que nous par les armes, alors nous serons obligés de nous asseoir avec vous pour négocier. Mais ça, c'est un mauvais message. Parce que c'est un message de violence qui va détruire la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, si un gars de l'Ouest se lève et dit, mais écoutez, moi je ne suis pas content, il y a beaucoup de Burkinabés dans nos forêts là-bas, le gouvernement ne fait rien, ça passe sous silence. Quand on parle, on dit que nous sommes en train d'affabuler. Mais prenons les armes. Voilà. Alors, ce sera donc le même train pour la Côte d'Ivoire, mais nos parents qui n'ont pas d'armes, qu'est-ce qu'eux ils deviennent dans tout ça? C'est pour ça que nous faisons ces débats, pour attirer l'attention des uns et des autres, pour dire que ça c'est mauvais. Et le dire, ça ne veut pas dire qu'on est contre Pierre ou Paul. La rébellion est mauvaise. Elle a été mauvaise dès le départ. Même M. Bessou, M. Ngueta, que je vais prendre tout à l'heure, nous savons tous que la rébellion a été négative pour la Côte d'Ivoire. Quelles que soient les causes qu'on lui donne. On peut dire que c'était pour des cas d'identité, on peut dire que c'était pour sauver une femme enceinte, ou bien pour sauver le pouvoir de M. Ouattara. Quelle que soit la raison que nous donnons, la rébellion a été négative pour la Côte d'Ivoire et nous en voyons les effets aujourd'hui. Pourquoi? Regardez quand il y a eu les événements de 2010. Le même IB que Jacques Roger a joué tout à l'heure, qui expliquait les raisons de la rébellion, le même IB a fait partie des troupes qui aidaient M. Ouattara à finaliser son pouvoir. Voilà. Et ça, ce sont des faits qui se sont passés en Côte d'Ivoire. Des faits que nous ne pouvons pas annuler. Donc quand quelqu'un dit par exemple que M. Ouattara s'est allié aux rebelles, ce n'est pas la personne qui le dit, c'est M. Ouattara qui nous dit qu'il a accepté les rebelles, puisqu'Ahmed Bakayoko dans son gouvernement, Soro Guillaume a été son premier ministre, et puis beaucoup d'autres en sont nommés ministres. Voilà le problème que nous avons. Alors, est-ce qu'un homme ivoirien aujourd'hui qui veut le pouvoir est obligé de passer par là? Voilà aussi un autre message que ça nous balance. Pour que j'ai le pouvoir, est-ce que je dois utiliser une rébellion pour venir au pouvoir? C'est-à-dire que même si je n'avais pas créé la rébellion, mais si je vois que cette rébellion peut m'aider à prendre le pouvoir, je vais l'utiliser. Est-ce que ça c'est normal? Donc c'est tous ces problèmes-là qui sont soulevés aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et comme disait Passenda, ça pose un problème d'éthique en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui est bien en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui est mauvais? Le fait de prendre des armes parce qu'on est frustré. Si on veut présenter ça comme quelque chose qui est bien, nous devons tous dire non. Vous prenez les armes, d'accord, vous avez vos raisons, d'accord, mais la fin de tout, c'est que c'est mauvais d'avoir pris les armes. Parce que ça a entraîné la mort de beaucoup d'Ivoiriens, innocents qui n'avaient rien à voir avec vos problèmes. C'est le point que nous faisons. Et des deux côtés, ceux qui ont voulu, qui étaient au pouvoir, qui ont persécuté les frères du Nord, c'est pareil. On n'a pas le droit de persécuter quelqu'un et de lui dire ici c'est pas chez toi. De quel droit? Voilà. Mais ça ne justifie pas les armes. On peut faire tous les discours de la terre. Il n'y a pas de diable, M. Soumaoro, il n'y a pas d'ange. Il y a des frères ivoiriens qui ont mal apprécié une situation et qui ont pensé que la solution c'était de prendre les armes. Et je crois qu'aujourd'hui eux-mêmes, ils sont dépassés par ça. Parce que vous voyez ce qui s'est passé quand le président Ouattara est venu au pouvoir. Ça n'a pas été facile de se débarrasser de tous ceux qui sont rentrés en jeu pour défendre
les causes, la bonne cause, comme ils l'ont appelé. Et ça a été très difficile. Donc je pense qu'il faut vraiment faire la limite dans les choses que nous faisons. Évitons les armes. Ce n'est pas profitable pour la Côte d'Ivoire. Monsieur Ngueta? Bonsoir. Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, allô? Allô, vous m'entendez? Nous vous entendons. Bonsoir, Sister Sarah, et bonsoir à tous les frères du panel, tous les auditeurs. Écoutez, pour une fois, je pense que sur ces antennes, je vais être d'accord avec le frère Guéhi lorsqu'il dit que lorsqu'on évoque comme prétexte les cas d'Anté pour justifier la rébellion, c'était un faux débat, c'était un faux procès. Je suis d'accord. Je pense que celui qui donne une réponse scientifique et politique et pour justifier la rébellion, c'est Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo nous dit que la prise des armes, lorsque on prend les armes pour chasser un président qui a été démocratiquement élu comme Henri Konan Bédié, ça conduit à la démocratie. Alors ce qu'il oublie, c'est que la rébellion, ou bien les rébellions, sont les formes achevées des coups d'État. Et donc, cette démocratie qu'on recherchait comment on appelle ça, en Côte d'Ivoire, il a fallu que cela passe d'abord par la prise de pouvoir par les armes de Guy Robert en 1999 et que cela conduise à la rébellion. Selon la logique de M. Laurent Gbagbo, lorsqu'il nous dit que non, pour justifier le coup d'État contre Laurent Gbagbo, c'est une prise de pouvoir par les armes. Il faut le préciser aussi. Et que cela, c'est une bonne chose parce que ça va nous conduire à la démocratie. Alors donc, lorsque les rebelles aussi arrivent, comme je le disais tout à l'heure, comme la rébellion ou les rébellions, c'est les formes achevées des coups d'État, nous sommes dans le processus de démocratisation de la Côte d'Ivoire. Et je suis entièrement d'accord lorsque M. Soumarou pour dire encore que, regardez un peu, lorsqu'il donne les taux de participation aux élections, que la rébellion, un des acquis de la rébellion, c'est que pour une fois en Côte d'Ivoire, 80% de comment on appelle ça, il y en a eu 80% de taux de participation à une élection. Parce que des leaders politiques, au lieu de compter le fait que des gens sont venus et qu'on ait chassé un président démocratiquement élu, quel que soit le taux de participation, mais en tout cas, M. Bédié était président, et que d'autres personnes sont venues l'enlever par les armes, on n'a pas condamné cela. On a joué sur des fibres politiques, sur le fait que ça ouvrait des brèches pour que d'autres personnes s'incrusent dans les brèches pour pouvoir devenir président. On a pensé que non, les coups d'État, c'était bon. Mais les rébellions aussi, c'est bon. Les rébellions, c'est bon. M. Mouketou parle de choses, comme on appelle ça, elle a parlé tout à l'heure de l'Angola. Mais il a dit qu'aujourd'hui, si l'Angola prospère, ils sont passés par la rébellion. Moi, je pense que les intellectuels, et je mets ça au niveau, je vous lance ça, on peut discuter là-dessus. C'est des intellectuels. Abou est un docteur, M. Mouketou est un docteur. On prend l'Angola, un pays qui a été dans une rébellion pendant près de 25 ans, on dit aujourd'hui l'Angola comme on appelle ça, un modèle de développement. Mais quand même, soyons sérieux. Monsieur Ngueta, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends. Avant de vous laisser continuer, je voudrais savoir, quand vous dites que la rébellion est bonne, elle est bonne par rapport à qui? Par rapport au peuple ou bien par rapport aux politiciens? Si c'est ça, moi je prends les faits. Par rapport à Laurent Gbagbo qui a fait une analyse assez insensée à son époque, ou bien alors elle est bonne pour le peuple ivoirien qui en souffre? Mais si c'est ça, c'est incongru pour des gens de penser qu'une rébellion c'est bon. Mais lorsque les gens... C'est scandaleux. C'est scandaleux en tant qu'intellectuel ivoirien. Docteur Mouketou, s'il vous plaît. C'est incongru pour des gens de penser que les rébellions c'est bon. C'est incongru pour des gens de penser que non, des pays qui ont expérimenté la rébellion et qui sont partis, comment on appelle ça, qui ont fait 25 ans de rébellion. Aujourd'hui où nous parlons encore, il y a encore un mouvement de sécession qu'on appelle le front de libération de l'enclave de Tambida qui fait pression sur le gouvernement, ou bien qui faisait pression sur le gouvernement, qui est encore en Angola. Et on nous dit aujourd'hui que bon, l'Angola s'est passé par comment on appelle ça, par 25 ans de rébellion pour arriver là où ils sont. Ceux qu'aujourd'hui on cite un exemple. Pour dire que, si c'est Sarah, il faut que les gens soient lucides. Aucune rébellion n'est bonne. Aucune. Mais si pour des raisons politiques, on justifie des rébellions, bon, c'est bon. Et comme il y a des gens qui ne jurent que par les leaders politiques, que ce soit M. Laurent Gbagbo, M. Henri Konan Bédié et M. Alassane Ouattara, c'est qu'ils oublient,
c'est que lorsque cela est arrivé à M. Bédier, M. Laurent, vous n'avez jamais pensé que lui, il aurait fait face à une rébellion. Non, on a pensé que non, c'est Bédier qui était un peu amorphe, qui, bon, n'a pas pu jeter les gens dans la rue, alors donc eux, ils avaient les gens qu'on devait jeter dans la rue. Mais on a vu ce que ça a donné. On aurait dû condamner le coup d'État de façon unilatérale. Qu'on soit dans l'opposition, qu'on soit proche de Bédier, pour dire que, écoutez, ce coup d'État-là n'est pas bon. Merci beaucoup. Bédier était seulement à 1 an, à 12 mois pour finir son mandat, qu'on laisse finir son mandat. On n'a pas condamné cela. On a applaudi. Mais aujourd'hui, d'où vient-il qu'on doit faire le procès de la rébellion? D'où vient-il qu'on doit faire le procès de la rébellion? Lorsqu'on sait les origines de la rébellion, ça a d'abord commencé par un coup d'État. On nous a fait croire que c'était le coup d'État, le coup d'État de l'Ouest. Ça vient, M. Ngueta, je vais vous expliquer d'où ça vient le jugement qu'on fait contre la rébellion. Quand il y a eu le coup d'État en 1999, il n'y a pas eu de mort d'Ivoiriens. C'est vrai que c'était une injustice à M. Bédier, c'est vrai que c'était un acte anticonstitutionnel, mais il n'y a pas eu d'écoulement de sang. Vous comprenez cela? Quand la rébellion arrive en 2002, ça vient avec son lot de morts et ça a continué jusqu'à maintenant en 2010-2011. Donc voilà pourquoi nous faisons le bilan de savoir ce que la rébellion, cette rébellion, nous a apporté. Et ce n'était pas non plus un coup d'État. C'est une rébellion qui est différente du coup d'État qui a divisé la Côte d'Ivoire en deux. Non, c'est une rébellion qui... C'est une analyse rébellion. Pardon, sans toucher aux différents détails qui sont impliqués dans cette situation. Nous sommes d'accord que le coup d'État de 99 n'était pas bon. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, le coup d'État de 99 n'était que le commencement de la rébellion de 2002. Parce que les mêmes individus qui ont fait le coup d'État, ce sont les mêmes individus qui sont revenus à l'assaut encore après avoir fait tomber Bédier. Ils sont revenus à l'assaut pour faire tomber Gbagbo. Donc ça, nous le savons. Mais nous disons que pour cette fois-ci, la première fois peut-être ils n'ont pas versé le sang, mais la deuxième fois, il y a eu trop de dégâts en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous en parlons. Et c'est pour cela que nous devons le condamner. Moi, je m'en fous de ce que M. Gbagbo a dit sur la chute de Bédier. Je m'en fous de ça. Mais, Madame Tar, je ne justifie pas la mort des Ivoiriens. Madame Tar. C'est ça. Oui. Ouais, allez-y. Ouais, Ngueta, vous pouvez aller. Allez-y, Ngueta. Ce que je voulais tout à l'heure, c'est que pour vraiment caricaturer les uns et des autres, mais pour revenir comment on appelle ça, au bilan de la rébellion. Prenons, mettons ça dans la balance et voyons ce que ça nous a apporté nécessairement en matière d'acquis et en matière de progrès. Absolument rien. D'autant plus que, nonobstant le fait que, bon, écoutez, on parle d'avancée démocratique par rapport aux élections, regardez au niveau de l'école. Pendant près de 10 ans, qu'est-ce que ça a fait comme chose, comment on appelle ça, comme impact au niveau de l'école dans le nord ou même dans d'autres parties de la Côte? Absolument rien. Lorsque vous prenez même en matière de développement, lorsque vous avez la bande de M. Soro Guillaume qui collecte des impôts sur une partie de l'état du territoire de l'état de Côte d'Ivoire et qui est une centrale qui dirige, qui gère toute cette manne d'argent et qui on ne sait pas d'où on sait ça. Comment? Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où cet argent est passé. Alors, bilan économique de cette rébellion, qu'est-ce que ça a apporté à la Côte d'Ivoire? Absolument rien. Absolument rien. 60% du territoire qui était contrôlé par Soro Guillaume, et les taxes qu'on prélevait sur choses, comment on appelle ça, sur ces individus, tout le trafic qu'il y avait là-bas, qu'est-ce qu'on a fait de cela? Alors, donc c'est pour dire que on ne peut pas minimiser, moi, je vais dire aux gens, il ne faut pas minimiser, je veux dire, les petites choses lorsque ça se passe, parce qu'on pense que non, c'est un coup d'État. Qu'est-ce qu'on appelle un coup d'État parfait? Qu'est-ce qu'on appelle un coup d'État sans diffusion du sang? On met fin à un processus démocratique, c'est tout. Quel que soit, je veux dire, que ce soit dans l'effusion de sang, dans tous les cas, c'est un processus démocratique, ou chose, comment on appelle ça, auquel on met fin. Il faut pouvoir le condamner, qu'on aime Bédier ou pas. Alors, parce que on dit celui qui a volé un œuf va voler un bœuf. Comme je l'ai dit, un coup d'État, après le coup d'État, ça donnait quoi? Ça donnait la rébellion. Alors donc, si à cette époque-là, je veux dire, on avait eu le temps de nous asseoir